Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les parlementaires sont convoqués pour une session extraordinaire de 12 jours à compter de ce 29 janvier. Cette session aura comme ordre du jour l'examen de la politique générale de l'État, l'examen du projet de réforme du Code pénal concernant les peines infligées aux auteurs de viol, mais également la révision de certains articles concernant la décentralisation. Dans les actualités sociales, les services de santé dans tous les hôpitaux militaires de Madagascar seront améliorés afin que la population malgache puisse bénéficier des soins adéquats, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Défense. Il a ordonné aux médecins militaires et au personnel de santé d'uniformiser l'accueil et le traitement de tous les patients qui viennent à l'hôpital. Il a également mis l'accent sur la lutte contre la corruption pour améliorer la gestion de ces hôpitaux militaires. Secha Ranjanas et Miar Vulatsferan pour plus de détails. Les instructions données aujourd'hui par le ministre de la Défense à tous les employés des hôpitaux militaires sont strictes. Les Malgaches doivent bénéficier d'un traitement approprié sans exception. Face à cela, les services de santé dispensés dans ces hôpitaux militaires doivent être améliorés en fonction des besoins des patients. Pour ceux qui sont à l'hôpital militaire de Souav-Nanjin en particulier, l'utilisation du nouveau scanner se poursuivra, de même que la création d'un centre de chirurgie cardiaque ou chirurgie à cœur ouvert pour bébés, qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et la chaîne de l'Espoir pour la mise en charge des enfants nécessiteux. Ce sera une première à Madagascar. Le ministre de la Santé a également confirmé la lutte contre la corruption et a déjà commencé à numériser la gestion de tous les équipements de l'hôpital militaire de Souav-Nanjin afin qu'il n'y ait plus de corruption dans ce domaine. Il s'agira également d'équiper et d'augmenter le nombre d'employés opérant dans cet hôpital militaire. Outre l'hôpital militaire de Souav-Nanjin, le ministre de la Défense, le général Saïvel Lalamoudze Delphin, a également visité l'hôpital militaire d'Ampaïbé. Et pour remédier au problème d'accès à l'eau dans le Grand Sud de Madagascar, un avant-projet d'étude de faisabilité de l'aménagement d'un barrage de retenue à usage multiple de l'eau du fleuve Mandjaré. Ce projet est financé par la Banque mondiale par le biais du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable PAEP. Un atelier de présentation des résultats des études menées sur terrain a été tenu ce matin à Anous pour partager les conclusions techniques, économiques, environnementales et sociales dans le cadre des études d'avant-projet sommaire. Toujours un reportage de Miar Vulatsferan et de Braz de Nilsson. Le projet d'aménagement d'un barrage de retenue à usage multiple de l'eau du fleuve de Mandjaré est encore dans le stade d'avant-projet sommaire. La nécessité de ce projet découle de la situation préoccupante en matière d'accès à l'eau potable dans les régions Anos et Anjouy, où de nombreuses communautés font face à des défis liés à la disponibilité limitée de sources d'eau fiables. C'est ainsi que le défi de créer une infrastructure durable a vu le jour. Cela permettra d'assurer un approvisionnement en eau stable et sécurisé, pouvant améliorer les conditions de vie des populations locales. Car l'usage de l'eau qui y découlera n'est pas seulement réservé à l'accès à l'eau potable, mais pourra s'étendre dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et au préalable dans l'industrie. Au début de ce projet, près de 300 000 habitants bénéficieront de ce projet. Ce projet prouve encore une fois que le problème dans le sud n'est pas le manque d'eau, mais la gestion des ressources et le manque d'infrastructures en eau. Les résultats de cette mission marquent l'amorce d'une phase cruciale dans l'évolution de notre nation, Madagascar et Mandous. Tout compte fait, l'enjeu porte bien au-delà de la simple question de développement technique et économique, car il nous est présenté une opportunité exceptionnelle pour transformer en mieux la réalité quotidienne de nos concitoyens. Engageons-nous ainsi à ce projet puisse servir de catalyseur pour le progrès local, en générant des opportunités d'emploi, en renforçant les services sociaux, et en élevant la qualité de vie dans ces communautés. De ce fait, le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, PAEP, au cœur duquel se trouve cette initiative ambitieuse, est une manifestation tangible de notre engagement envers le bien-être de la population malgache.
Nous avons la responsabilité de garantir un accès durable à l'eau potable, une source vitale qui sous-tend la santé, l'éducation et le développement socio-économique de nos communautés. Parcourant les résultats présentés aujourd'hui, nous avons mené à constater l'ampleur des défis auxquels nous faisons face, mais également les multiples opportunités que s'offrent à nous. Ce projet est financé par la Banque mondiale par le biais du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, PAEP. Ce projet d'implantation de barrages de retenue à usage multiple comporte 2 phases. Le financement de la première phase s'élève à 500 millions de dollars. Les rapports préliminaires relatifs à l'aspect technique, environnemental, social et économique de ce projet ont été livrés ce jour. Les études sur le terrain ainsi que les consultations au niveau local se poursuivront. 107 enfants issus de nombreuses régions bénéficient d'interventions chirurgicales gratuites, de traitements et de suivi des handicaps des mains et des pieds auprès d'une clinique privée à Antirabé au cours de 2 semaines. Cette clinique collabore avec 2 associations étrangères qui ont amené des chirurgiens spécialisés. Les détails avec Jameson Ranjanarman de Viva Antirabé. L'opération chirurgicale des membres coûte cher. Pour cette raison, une clinique privée à Antirabé, avec la collaboration de 2 associations étrangères, organise des interventions chirurgicales gratuites sur les personnes qui présentent un pied beau, ceux qui ont du mal à marcher et ceux qui ont des doigts en plus. Cela dans le but de réintégrer ces enfants dans la vie sociale. 107 enfants de nombreuses régions en bénéficieront, dont 42 de la région Sava. C'est l'association qui prend en charge leur déplacement. Et ces gens m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas se soigner parce qu'ils n'avaient pas d'argent et il n'y avait pas, ou trop peu, d'associations humanitaires qui viennent vers eux. Donc en connaissant les gens de Santé Plus, en connaissant les enfants du Noma, on a remarqué qu'on pouvait organiser un déplacement depuis Sava jusqu'à Antirabé. C'est très difficile pour les personnes, mais on voit que très rapidement, ils se sentent très bien. Notre association a pris en charge tous les frais, la nourriture, le déplacement, pour qu'ils puissent venir gratuitement se faire opérer ici. Le but, c'est qu'ensuite, ils soient satisfaits de ce que l'on a offert comme prestation. Après l'opération, ils seront hébergés dans un endroit spécial pour y être suivis. Les pertes engendrées aux camionneurs durant la saison des pluies peuvent atteindre jusqu'à 50% d'après le président de l'Association des transporteurs et des camionneurs. Cela impacte également sur le prix des produits de première nécessité. Le reportage sur les images de Asnara Fanzanar. 3 régions de Madagascar sont principalement touchées par les coupures de route actuellement. Il s'agit notamment de Diana, Melak et Sofia. Les camionneurs en sont victimes. Les pertes engendrées peuvent atteindre dans les 50%, explique le président de l'Association des transporteurs et des camionneurs, Rakoutoarsou José. Le retard de livraison des marchandises entraîne également l'augmentation du coût sur le marché. Face à cette situation, les camionneurs appellent à une meilleure gestion des infrastructures routières et à des mesures d'urgence pour minimiser l'impact des coupures de route sur leur activité, bien qu'une collaboration existe déjà entre les camionneurs et le ministère des Travaux publics. Diplomatie à présent, les États-Unis reviennent pour soutenir le secteur de l'éducation à Madagascar. Selon le communiqué de l'ambassade, le projet Louvre sera le premier à être financé par l'USAID, le département américain du développement international. L'objectif est d'augmenter le niveau des enfants malagasy en matière de lecture et de calcul et d'améliorer les résultats scolaires dans les régions du Sud et Sud-Est. C'est Sylvain Nzaranjansou. En 2009, les États-Unis ont suspendu le programme de soutien à l'éducation nationale à Madagascar en raison de la crise politique que traversait le pays. 15 ans après, ils ont annoncé hier, lors de la Journée internationale de l'éducation, que l'USAID, ou Agence américaine de développement, reprenait sa collaboration avec le ministère de l'Éducation.
Selon le rapport de la Banque mondiale, 96% des élèves malgaches âgés de 6 à 10 ans ne savent pas lire des phrases simples, même après avoir terminé l'école primaire. De plus, moins de 4% des enseignants du primaire possèdent des connaissances de base sur la manière d'enseigner les enfants et sur les matières qu'ils enseignent. Ces problèmes deviennent également plus cruciaux en raison des effets de la pauvreté, du changement climatique et de l'insécurité alimentaire, selon l'ambassade américaine. En réponse, le nouveau projet baptisé LOUV, qui durera 5 ans et financé à hauteur de 10 millions de dollars, sera dirigé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. L'USAID travaillera avec le ministère de l'Éducation pour améliorer l'alphabétisation, le calcul et l'éducation communautaire pour 65 000 élèves dans 500 écoles élémentaires, pour que 1500 enseignants soient également formés en tant que professionnels et pour améliorer les résultats de l'enseignement dans les régions du Sud et du Sud-Est. Le projet fournira une formation aux enseignants, du matériel pédagogique et des cours de rattrapage axés sur la lecture et les calculs, basés sur des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves. FHI 360 et ses partenaires mettront en œuvre le projet LOUV dans les régions Atimotsnanan et Anjouy, où le taux d'accès à une éducation de qualité est parmi les plus bas du pays. Les jeunes ont un grand rôle dans la promotion de la paix, car ils constituent la majorité de la population à Madagascar. Et ils peuvent également constater directement les problèmes au niveau de la société, selon les explications. Raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en œuvre le projet Jeunesse pour la paix. Ainsi, aujourd'hui a eu lieu la dotation de matériel aux jeunes et aux chefs de Fuktan qui ont bénéficié de ce projet pour renforcer la paix et la sécurité dans les communautés de base. Oubra Saman sur les images de Anza Ratonarville. Madagascar se caractérise par la jeunesse de sa population, qui représente plus de la moitié de la population. Ainsi, le développement du pays ne peut être séparé de la promotion et de la participation de la jeunesse. Cependant, il ressort de la situation actuelle que la jeunesse malgache n'a pas encore la place qu'elle mérite, notamment en termes de participation à l'instauration de la paix, selon le ministère de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui. Il y a des jeunes impliqués dans divers cas d'insécurité et de conflits qui affectent la société et le développement du pays en général. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en œuvre le projet Jeunesse pour la paix. Ce projet destiné aux jeunes s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision fixée par le président Andradzuel, notamment le capital humain à travers l'instauration de la paix. 150 jeunes ont bénéficié du projet, répartis dans 30 Fukuntans de la capitale. L'objectif étant d'impliquer les jeunes à la base dans la promotion d'une paix durable, selon les informations. C'est la deuxième année consécutive que nous avons des jeunes issus des Fuktan, issus de nos quartiers, qui ressentent le besoin et qui ont envie de participer à la promotion de la paix, à la consolidation de la paix, qui est un des objectifs posés par les Nations Unies en tant qu'objectif de développement durable, et parce que désormais nous avons ces jeunes qui ont exprimé leur souhait de promouvoir la paix au sein de leur quartier et de défendre la paix au sein de leur quartier. Et grâce à cette initiative, nous allons pouvoir être plus attentifs à tout cet aspect-là. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et nous allons veiller sur le suivi et la bonne continuité de toute cette collaboration. Il y a eu aujourd'hui la dotation de matériel de lutte contre l'insécurité dans la communauté au profit des jeunes et des chefs de Fukuntang impliqués dans la mise en œuvre de ce projet d'autonomisation des jeunes organisé conjointement par le ministère de tutelle et les partenaires. Et puis, les responsables en charge de la gestion provisoire du stade Baré Mamassen, au sein du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, sont actuellement en plein dans la maintenance du stade Baréa,
Selon les techniciens, le gazon du terrain de foot nécessite un entretien et des maintenances techniques particulières. En effet, le stade accueillera un match international, raison pour laquelle les techniciens entretiennent dès à présent le gazon, surtout en cette période de pluie, où il est plus facile de le faire, selon les explications. Natera Goutmaf nous fait le point. 15 à Bariamamas n'est l'un des projets majeurs inscrits dans les réalisations de l'administration d'Anjrazouil au cours de son premier mandat. Un comité de gestion temporaire établi par le gouvernement par l'intermédiaire du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat gère le stade. En général, en tant que projet à grande échelle répondant aux normes internationales, cela doit être fait souvent et l'entretien du stade est une tâche de routine. L'une des parties qui nécessite un entretien particulier, par exemple, est le gazon du terrain de football. Ici, on utilise du gazon naturel et non synthétique. Des dispositions particulières sont donc nécessaires, explique le technicien en charge de la surveillance du maintenance. Le gazon est une plante, donc des fois elle s'assèche, des fois elle est vivace. Il y a même des moments où le gazon est malade et se fait vieux, donc il est remplacé par des graines. C'est pour cela qu'il est important de faire un entretien régulier du gazon du stade. Le stade Bariamamas n'accueille un match international en mars prochain. Ce gazon est l'une des parties les plus sensibles d'un terrain de football. Il faut donc en prendre soin selon les techniciens. À la fin d'un match, quand le gazon est abîmé par des godasses des joueurs, il est remplacé par des pépinières, souligne le technicien. L'entretien d'un stade est donc une tâche qui demande du temps et de la persévérance. Les responsables ont ajouté que non seulement le terrain de jeu, mais aussi le stade tout entier ont besoin d'être préservés pour qu'il perdure et qu'il soit un héritage pour la génération future. Plus de 2 millions de personnes sont passées dans le stade Bariamamas au cours des 2 années qui ont suivi son ouverture et il a accueilli des dizaines de matchs internationaux. En mars, l'équipe nationale malgache, les Barias de Madagascar, utilisera à nouveau le stade qui porte leur nom. Météo à présent, les fortes pluies se poursuivront dans les prochaines 24 heures. Selon Météo Madagascar, cela pourrait provoquer des dommages structurels et une montée d'eau dans les zones sujettes aux inondations. Les précipitations atteindront 40 à 80 mm en 24 heures sur le nord de l'île, selon le service de prévision de la météorologie. Cela est dû à la zone de convergence intertropicale. En alerte jaune, les districts de Diana et Sofia, Sava, Betzbouk, Itas, Bunglav et Akazbe, Mananara Nord et Marwantsech. Avertissement en vert, un Dilamen, un Parafaravoul, un Batujazak, un Zuzurbe, un Boudjachim, un Jamassen, un Zakanjin, un Tanarive Sud et un Tanarive Avaraj. Ces fortes précipitations pourraient provoquer des dégâts aux infrastructures, des inondations dans les zones sujettes aux inondations, une crue des rivières, des glissements de terrain et des routes, selon toujours le service météorologique. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence à la demande de Moscou qui accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe. L'appareil qui transportait 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens, d'après le Kremlin, s'est écrasé dans la région de Belgorod. France 24. Alors, l'état-major ukrainien parle du fait qu'il cible souvent ce territoire autour de Belgorod en Russie, non pas tant en réplique au bombardement russe de l'Ukraine, mais pour essayer d'empêcher la Russie de bombarder Kharkiv. Et récemment, ils ont fait cela en utilisant des missiles balistiques de type S-300. Et dans son communiqué, l'état-major parle de ces tentatives d'éliminer ces systèmes de missiles. Vous l'aurez peut-être noté, il ne nie pas avoir abattu l'avion, mais ils ne l'admettent pas non plus. D'autres sources militaires ukrainiennes ont dit, sous condition d'anonymat aux médias ukrainiens, qu'ils observaient exactement ce même avion transporter des roquettes et des pièces pour ces systèmes de missiles balistiques S-300.
Plus tôt dans la journée d'hier, des sources avaient dit qu'il y avait des roquettes à bord de l'avion. Maintenant, des experts en explosifs, en aviation, disent que la manière dont l'avion a explosé ne semble pas indiquer qu'il y avait une grande quantité d'explosifs à bord, mais peut-être qu'il y avait d'autres pièces pour l'avion. On ne sait pas, c'est ce que je pense tout le monde en Ukraine espère, parce qu'ils espèrent découvrir que ce n'était pas vrai qu'il y avait ces prisonniers de guerre ukrainiens à bord de l'avion. En tout cas, officiellement, pour le moment, les renseignements militaires ukrainiens se limitent à dire qu'un échange devait avoir lieu, mais qu'ils ne peuvent pas confirmer que les prisonniers étaient transportés dans cet avion. Les Russes n'avaient pas dit au côté ukrainien que les prisonniers étaient transportés dans cet avion, comme pour les échanges de prisonniers précédents, ils l'avaient fait. Il y a aussi des informations comme quoi le nombre total de prisonniers échangés hier, qui devait faire partie de cet échange qui n'a pas eu lieu, était de 192, ce qui pose la question alors pourquoi il n'y avait que 65 dans l'avion qui a une capacité bien plus grande, ce qui alimente les espoirs ici à Kiev que les Russes, encore une fois, mentent sur cette question. Les rebelles yéménites Houthis ont tiré des missiles contre 2 navires américains au large du Yémen, les forçant à rebrousser chemin. Cette nouvelle attaque est intervenue après des frappes des forces américaines avant l'aube contre des positions des Houthis au Yémen. France 24. En mer Rouge, la menace d'une déstabilisation mondiale du commerce s'accroît jour après jour. Les rebelles Houthis, qui contrôlent une partie du Yémen en guerre, revendiquent une nouvelle attaque ce mercredi contre plusieurs navires américains. Voici les conséquences de l'affrontement. Un navire de guerre américain a été touché directement, ce qui a contraint les 2 navires commerciaux américains à battre en retraite et à partir. Certains de nos missiles balistiques ont atteint leur cible malgré les tentatives des navires de guerre de les intercepter. Depuis plusieurs mois, le mouvement insurrectionnel chiite, soutenu par l'Iran, multiplie les attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden contre des cargos commerciaux qu'ils estiment liés à Israël. Des prises d'assaut spectaculaires, comme sur ces images, qu'ils affirment mener en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Cette nouvelle attaque intervient quelques heures seulement après des frappes américano-britanniques contre des positions Houthis au Yémen. Washington a rapidement réagi. Cela illustre le fait que les Houthis comptent toujours mener ces attaques. Nous allons donc continuer de faire le nécessaire pour protéger ce moyen de transport. Environ 12% du commerce maritime mondial passe par le détroit de Bab el-Mandeb, un passage maritime entre le Yémen, Djibouti et l'Érythrée qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Mais depuis le début de ces affrontements en mer, le nombre de conteneurs a chuté de 70%. Pour relier l'Europe à l'Asie, les transporteurs préfèrent par sécurité contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, rallongeant ainsi le trajet de 10 jours. Conséquence, des retards de livraison et des coûts d'assurance qui explosent, ce qui augmente le prix des marchandises. Parallèlement à ces attaques, les Houthis ont donné 1 mois aux Nations Unies pour que leurs employés britanniques et américains quittent les zones sous leur contrôle au Yémen. Pour terminer, le président turc Recep Tayyip Erdogan a insisté sur le danger d'une escalade des tensions au Moyen-Orient en recevant son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, qu'il a indirectement appelé à rompre avec Israël. Les 2 hommes se sont efforcés de mettre en avant une position commune contre l'offensive israélienne à Gaza, mais des divergences demeurent quant à leur relation directe avec l'État hébreu. France 24. Leurs convictions se sont souvent opposées par le passé, mais aujourd'hui la Turquie et l'Iran font front commun. Le but, éviter une escalade de la guerre à Gaza. Le président iranien, soutien du Hamas, est venu répéter ses appels aux pays musulmans de couper les relations politiques et économiques avec Israël. Ebrahim Raïssi critique par ailleurs les États-Unis et ses alliés pour leur soutien à l'État hébreu. Le régime sioniste reçoit de l'aide des États-Unis et des pays occidentaux. Le fait qu'ils soutiennent le régime sioniste est un gros problème. Les États-Unis commettent ces meurtres. Ils ont le sang de femmes et d'enfants innocents sur leurs mains. La Turquie, de son côté, entretient toujours des relations économiques avec Israël et juge impossible de les rompre complètement.
Mais depuis le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan n'a pas de mots assez durs pour condamner les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, allant jusqu'à qualifier Israël d'État terroriste. Nous avons discuté de la nécessité de mettre fin immédiatement aux attaques inhumaines d'Israël contre Gaza et de prendre des mesures urgentes pour établir une paix durable. Nous avons réitéré notre soutien à la juste cause de la Palestine et renouvelé notre détermination à poursuivre notre coopération dans ce domaine. Cette rencontre entre les deux présidents intervient alors que les tensions ne cessent d'augmenter dans la région. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont ciblé à plusieurs reprises les rebelles houthis au Yémen en réponse aux attaques de navires en mer Rouge. Des frappes qualifiées par Erdogan d'usage disproportionné de la force. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.